Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois d'avril. Un magazine en 2 temps au cours duquel je vous laisserai en compagnie de Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social au sein du groupe Revue Fiduciaire, pour une question relative au CSE. Mais tout de suite, nous allons nous intéresser à l'actualité fiscale et plus précisément à la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui vient de se prononcer le 22 mars dernier sur la compatibilité du mécanisme français du report d'imposition des plus-values sur titres avec la directive européenne Fusion. J'invite sans plus attendre notre experte Sophie Delage, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale, à me rejoindre sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors tout d'abord, comment et pourquoi la CJUE a-t-elle été saisie ? Alors, le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne à 2 reprises en 2016, donc en mai dans une première affaire et puis ensuite en juillet dans une deuxième affaire. Donc la question concernait l'interprétation de l'article 8 de la directive Fusion et plus précisément de savoir si l'article 8 permettait ou non à la France d'instaurer un mécanisme de report d'imposition des plus-values sur titres en cas d'apport à une société soumise à l'IS de titres, à la place du mécanisme du sursis d'imposition. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont ces 2 mécanismes, le sursis ou le report d'imposition ? Alors, le report d'imposition comme le sursis d'imposition sont tous deux des mécanismes qui permettent aux particuliers qui échangent des titres de sociétés soumises à l'IS ou alors des titres de sociétés de personnes qui exercent une activité BIC, BA ou BNC dans lesquelles ils ne sont que porteurs de parts, et bien d'échapper au paiement de l'impôt de plus-value au moment de l'échange. En effet, ces opérations d'échange, souvent assimilées à des restructurations d'entreprises, ne dégagent pas de liquidité et par conséquent, l'imposition des plus-values d'échange va être reportée à ce moment-là, au moment où il y aura du cash, c'est-à-dire en général à la cession des titres reçus. Ces 2 mécanismes s'appliquent pour les échanges de titres réalisés depuis le 1er janvier 2000. C'est le sursis d'imposition qui va s'appliquer obligatoirement. Alors, sous réserve de l'application du report d'imposition obligatoire pour les apports de titres qui sont réalisés depuis le 14 novembre 2012, lorsque l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport. Et puis pour les échanges qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2000, les contribuables ont pu se placer volontairement sur option sous le régime du report d'imposition. Très bien. Quelles sont les différences entre le sursis d'imposition et le report d'imposition? Alors comme je viens de vous l'expliquer, ces 2 mécanismes permettent de différer l'impôt de plus-value à la cession des titres reçus. Mais si dans le sursis, l'opération d'apport ou d'échange est neutre fiscalement, ce n'est pas le cas dans le mécanisme du report d'imposition. Et que signifie concrètement une opération neutre fiscalement ou pas ? Alors, une opération neutre fiscalement, c'est lorsque l'échange est une simple opération intercalaire. Dans le sursis, par exemple, qui est une opération, l'échange est une opération intercalaire, le contribuable n'a pas de demande à formuler et il n'a pas non plus à constater ou déclarer la plus-value d'échange. Pour autant, elle ne va pas complètement échapper à l'imposition puisque lors de la cession des titres reçus, la plus-value va être calculée par référence au prix d'acquisition des titres apportés. En revanche, dans le report d'imposition, au moment de l'échange, la plus-value d'échange, elle est constatée, elle est déclarée, elle fait l'objet d'une déclaration, elle est liquidée, on connaît son montant. Seul l'impôt de plus-value, lui, est différé à l'expiration du report d'imposition, c'est-à-dire au moment de la cession des titres reçus en rémunération de cet apport. D'accord. Et alors, en quoi le système français du report d'imposition, qui conduit donc à distinguer 2 plus-values, une plus-value constatée lors de l'échange et une autre lors de la cession des titres reçus, en quoi donc a-t-il posé un problème avec l'article 8 de la directive Fusion ? Alors tout était question d'interprétation de ce fameux article 8 de la directive Fusion. C'est la directive Fusion du 23 juillet 1990 relative au régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions qui intéressent des sociétés membres. Et cet article 8 dispose que l'opération ne doit par elle-même
entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de l'associé. La directive fusion interdit donc l'imposition de la plus-value d'échange au moment de l'échange afin d'éviter donc les désagréments de trésorerie qui en résulteraient. Dans les deux affaires qui ont été soumises au Conseil d'État, eh bien, les contribuables ont fait valoir que le mécanisme du report d'imposition qui permet de constater la plus-value d'échange eh bien, était contraire au principe de neutralité fiscale des opérations d'échange voulues par la directive. Selon eux, la directive voit l'échange comme une opération intercalaire et donc c'est le sursis d'imposition qui aurait dû s'appliquer et non pas le report d'imposition. Le Conseil d'État, dans ces deux affaires, a estimé qu'il y avait là une difficulté sérieuse d'interprétation. Il a sursis à statuer et a donc saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir sa position sur l'article 8 de la directive fusion. D'accord. Alors je vous propose maintenant de revenir plus précisément sur chacune de ces affaires, Sophie. Je vous écoute. Alors, la première affaire, c'est l'affaire Marc Jacob. Alors, il s'agit d'un résident fiscal français qui apporte les titres de sa société française à une autre société française. Il place volontairement sa plus-value en report d'imposition et puis il part en Belgique. Il cède ses titres et cela rend exigible sa plus-value d'apport. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, donc c'est Marc Lassus, c'est un résident fiscal britannique qui apporte ses titres d'une société de droit français à une société de droit luxembourgeois. Selon la convention franco-britannique, il est assimilé lors de cet échange à un résident fiscal français. Il cède ses titres et là encore, il rend exigible la plus-value d'échange. Quels ont été les arguments de la CJUE pour juger le mécanisme du report d'imposition compatible avec l'article 8 de la directive fusion? Alors, selon la CJUE, si la directive fusion interdit l'imposition de la plus-value d'échange au moment de l'échange, elle n'empêche pas les États membres d'imposer donc le profit qui résulte de la cession de la même manière que celui qui résulte de l'échange. Ça, c'est le paragraphe 2 de l'article 8. Elle en conclut donc que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce qu'un État membre constate la plus-value d'échange. Ce qui est interdit, c'est simplement de l'imposer au moment de l'échange. À partir du moment où, dans le report d'imposition, vous avez dans un premier temps la constatation de la plus-value d'échange au moment de l'échange et dans un second temps son report au moment de la cession des titres reçus, eh bien, le mécanisme du report d'imposition est compatible avec la directive fusion puisque le fait générateur de l'imposition de la plus-value, c'est bien la cession des titres reçus et non pas l'échange. Très bien. Dans la première affaire, on va revenir sur cette première affaire, l'affaire donc Marc Jacob, le contribuable, le résident fiscal français au moment de l'échange, avait transféré sa résidence fiscale en Belgique au moment de la cession des titres reçus. Dans ce cas, qui, de la France ou de la Belgique, avait le droit d'imposer la plus-value d'échange? Alors, selon la CJUE, lorsqu'un contribuable quitte la France après avoir réalisé une plus-value d'apport placée en report d'imposition, eh bien, la France conserve le droit d'imposer la plus-value d'apport dont le report expire, alors même que la cession, elle, relevait de la compétence de la Belgique. En effet, dans le report d'imposition, la constatation de la plus-value d'échange au moment de l'échange permet justement à l'État qui est compétent au moment de l'échange de préserver sa compétence fiscale puisque par définition, on vient de le voir, eh bien, l'échange étant ne pouvant pas être fait générateur d'imposition, il ne peut pas exercer cette compétence à ce moment-là. Donc, il la préserve pour le moment où les titres reçus seront cédés et il l'exercera à ce moment-là. On notera qu'en France, aujourd'hui, ce mécanisme des transferts de domicile hors de France est résolu pour les transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 par l'exit tax qui permet à la France de taxer les plus-values en report en cas de transfert hors de France. Dans la deuxième affaire maintenant, l'affaire Marc Lassus, l'administration fiscale française avait refusé aux contribuables la possibilité d'imputer sa moins-value de cession sur la plus-value d'échange au motif qu'au moment de la cession, il n'avait pas sa résidence fiscale en France. Quelle est ici la position de la CJUE ?
Alors, selon la CJUE, l'État membre compétent pour taxer la plus-value d'échange ne peut pas refuser l'imputation des moins-values sur la plus-value en report, alors que cela est possible pour ses résidents, au seul motif que le cédant n'est plus résident fiscal au moment de la cession. Il en résulterait sinon une discrimination selon la résidence fiscale du cédant. Et cette différence de traitement, d'ailleurs, serait susceptible de gêner les opérations de restructuration qui intéressent les sociétés qui relèvent de la directive fusion, et ce qui constituerait une entrave à la liberté d'établissement posée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Les deux affaires soumises au Conseil d'État concernaient des plus-values placées sous les anciens mécanismes de report d'imposition prévus aux articles 92B et 160I et ITER du CGI, apport réalisé avant le 1er janvier 2000. La conformité de ces anciens reports d'imposition à la directive fusion s'étend-elle au mécanisme du report d'imposition obligatoire applicable aux apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 lorsque l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport? Alors, la solution rendue par la Cour de justice de l'Union européenne va s'appliquer de la même façon, elle est transposable pour le mécanisme du report d'imposition obligatoire de l'article 150 0 puisque ce mécanisme, comme le mécanisme de report d'imposition volontaire, eh bien, fonctionne en deux temps, c'est-à-dire un premier temps, constatation de la plus-value d'échange au moment de l'échange sans que ce soit un fait générateur d'imposition. Donc là, on est vraiment dans les clous de la directive fusion. Et puis une imposition qui est reportée, elle, au moment de la cession des titres reçus. Et c'est vraiment la cession qui constitue le fait générateur d'imposition. Il reste donc désormais à attendre la décision du Conseil d'État qui a sursis à statuer dans les deux affaires. En effet, le Conseil a attendu la décision de la CJUE pour connaître quelle était l'interprétation qui serait rendue au sujet de l'article 8 et de sa conformité avec le mécanisme du report d'imposition. Bien évidemment, il va prochainement trancher et ce sera dans un sens nécessairement identique à celui donné par la CJUE. Très bien. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces précisions. Merci, Marianne. Quand une entreprise doit-elle mettre en place son premier comité social et économique? Karina Flalo, notre experte, nous explique à quel moment cette nouvelle institution représentative du personnel issu des ordonnances Macron doit avoir été élue pour pouvoir entrer en fonction. Elle répond aux questions de Stéphanie Auger. Alors je pense qu'aujourd'hui, les employeurs ont tous compris que l'arrivée de ce comité social et économique a sonné un petit peu le glas du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT. Je pense que ce qui est un petit peu plus délicat pour eux, c'est d'apprécier le moment exact où il va falloir le mettre en place, ce CSE. Et là, en fait, il y a vraiment deux éléments clés à retenir. Le premier élément, c'est que le CSE doit obligatoirement être mis en place dans toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Parce que le seuil qu'on connaît aussi des 50 salariés, lui, ne sert qu'à étendre le champ en fait, des attributions de ce CSE. Et puis le deuxième élément clé à retenir, c'est que la mise en place du CSE doit intervenir d'ici le 1er janvier 2020. Concrètement, à cette date, toutes les entreprises qui sont concernées devront avoir fait la bascule. Alors, au-delà de ces deux éléments clés, il faut savoir que la donne n'est pas tout à fait la même selon que les entreprises avaient ou non des représentants du personnel au moment de la réforme. Concrètement, pour une entreprise qui n'avait pas de représentants du personnel fin 2017, la mise en place de son premier CSE devra se faire de manière immédiate à partir du moment où elle aura atteint le seuil des 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Pour les entreprises qui avaient déjà des élus au moment de la réforme, là, elles vont devoir gérer une période transitoire, où les règles vont varier selon la date à laquelle les mandats des élus en place s'achèvent. Pour les mandats qui s'achevaient
fin décembre 2017, eh bien là, ils ont été, avant fin décembre, ils ont été automatiquement prorogés jusqu'au 31 décembre 2017 et ils pouvaient aussi être encore prorogés d'1 an maximum. Pour les mandats qui vont s'achever dans l'année 2018, à partir de ce moment-là, il est possible de réduire leur durée ou de la prolonger. Donc, en pratique, l'entreprise, bien qui se sent prête, va pouvoir rapidement mettre en place un CSE, mais elle peut aussi tout à fait tranquillement attendre la fin des mandats, ou si elle pense que les négociations préalables vont prendre un petit peu de temps, elle peut proroger ces mêmes mandats. Et pour les mandats qui s'achèvent cette fois dans l'année 2019, eh bien là, il va être aussi possible, si on le souhaite, de réduire leur durée. Par contre, on ne pourra pas la proroger. Et puis, alors après, il y a le cas particulier des mandats qui s'achèvent après le 31 décembre 2019, pardon. Là, évidemment, il faudra intervenir en amont puisque le CSE devra avoir été mis en place au 1er janvier 2020. Alors, il faut savoir que le temps passe très vite, hein, je crois qu'on le sait tous, et du coup, eh bien, à partir du moment où vous aurez un petit peu compris ces différentes échéances, où vous aurez fixé la date de mise en place du CSE dans votre entreprise, je pense qu'il est vraiment essentiel de prévoir un rétro-planning. Hein. Et dans ce rétro-planning, eh bien, il va falloir prévoir plusieurs choses. D'abord, bien sûr, la période des élections, mais aussi la période des négociations, puisque là, on a un champ des possibles qui s'est énormément étendu. Et dernièrement, il faudra aussi prévoir la période d'élaboration d'une stratégie dans l'entreprise pour que ce passage de 3 institutions à une seule eh bien, se passe de manière sereine, évidemment, efficace hein, aussi, c'est bien, et pourquoi pas innovante. Voilà, donc je vous laisse à vos agendas. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro, toujours en compagnie de nos experts, bien sûr.